C'est un grand plaisir de vous présenter Vandré, de vous parler de sa vie incroyable et de ses œuvres qui comprennent également des basses et des guitares. Mais ce ne sont pas de simples instruments de musique car ils contiennent le juste mélange d'idées, de messages, d'ironie et de transgression qui différencient les œuvres d'art des objets communs. En fait, les guitares de Vandré sont vraiment des œuvres d'art pop, des sculptures qui peuvent être utilisées pour la musique. Le lieu de notre histoire est l'Italie et plus particulièrement Cavriago, un tout petit village de l'arrière-pays de la ville de Reggio Emilia, dans la région de l'Émilie-Romagne. C'est une terre très chanceuse, riche en créativité et en gènes d'innovation. Mais c'est aussi un territoire particulièrement fertile en son et en musique. Le 6 juin 1926, Antonio Vandré Pioli naît à Cavriago. Son père était un charpentier et un homme très excentrique, il a donc fortement influencé ses chansons pour trois raisons. Parce qu'il était un idéaliste, déserteur par amour pendant la Première Guerre mondiale, condamné à mort puis gracié. Parce qu'il était un rêveur et qu'il a dépensé tout son argent pour construire une machine volante. Mais surtout parce qu'il était un luthier de Cleaver, célèbre pour ses contrebasses et ses guitares. Mais il a aussi fabriqué de très bons violons et mandolines. Vous savez, la plupart des gens pensent que Vandré est un surnom. En fait, Vandré est le vrai nom d'Antonio Vandré Pioli, comme vous pouvez le lire dans l'acte de naissance. Dans l'acte, Vandré est écrit avec le V, puis Antonio l'a transformé en W quand il avait 14 ans. Néanmoins, Antonio avait aussi un surnom, c'était Gaitina qui dans l'argot de Cavriago signifie petit chat. Sa mère l'appelait donc Gaitina parce que, enfant, Antonio avait un grand feeling avec les animaux et en particulier avec les chats. En 1941, Vandré obtient son diplôme de l'école technique et commence à travailler à l'Officine Reggiana, la plus grande usine mécanique d'Italie, avec plus de 11 000 ouvriers. Ici, on construisait surtout des trains et des avions. C'était une expérience très importante, car c'est là que Vandré a appris tous les secrets de l'aluminium. En 1943, Vandré s'engage dans la résistance mais il sort de la guerre détruit par la violence. Il pensait que trop de jeunes étaient morts inutilement et qu'aucune idée ou morceau de terre ne valait la vie d'un homme. Il pensait que la violence ne peut permettre qu'une simple substitution du pouvoir et qu'aucune révolution n'est possible sans une révolution préalable dans la conscience des gens. Il est donc devenu pacifiste et toute sa vie, il a trouvé la liberté et la paix. En 1946, Vandré décide de retourner à l'école. Il a étudié au Convito di Rivaltella, où il a étudié non seulement l'ingénierie, mais aussi la littérature, les mathématiques, la philosophie, la physique, l'art, la sociologie, le design, etc. Ses professeurs étaient parmi les professionnels les plus estimés de l'époque. Pendant cette période, Vandré a eu un terrible chagrin d'amour et il a tenté de se suicider, mais certains de ses amis l'ont heureusement sauvé. Après l'école, Vandré a commencé à gérer des chantiers dans toute l'Italie, notamment en Émilie, à Milan et à Cosenza. À la même époque, et il est engagé socialement et s'intéresse au théâtre. C'est une vieille passion, en réalité, Vandré joue au théâtre depuis 1943, quand il était enfant. En 1952, il est l'un des fondateurs puis le directeur du journal local, Paese Nostro. En 1953, Vandré est impliqué dans un grave incident au travail où un échafaudage s'effondre et 6 hommes meurent. Vandré n'était pas directement responsable de ce qui s'est passé, mais il était le directeur des travaux et se sentait responsable de cette tragédie. Cette expérience provoque une profonde blessure dans son âme, qui restera ouverte toute sa vie. Ainsi, son caractère a profondément changé, l'amenant à avoir une attention obsessionnelle pour le bien-être psychophysique de ses subordonnés. En 1954, Vandré épouse Ida Lucetti, puis il s'installe à Cosenza. Mais au bout de 2 ans, Vandré est très fatigué et déçu par son travail. Parce qu'il était une personne très originale, il s'habillait de façon excentrique, mais surtout il s'occupait de ses travailleurs et il les défendait avec acharnement contre tout abus ou toute injustice. Cela crée beaucoup de friction avec ses supérieurs. Vandré n'était pas capable d'accepter des compromis. Il finit donc par démissionner et revient à Cavriago. Néanmoins, à Cavriago, il y a eu de nouveaux problèmes, car il n'avait pas de travail et il avait une femme et une fille à charge. Alors que faire? Au printemps 1957, Vandré décide de se transformer de contremaître en luthier. Les raisons étaient au nombre de 3. Premièrement, il avait un bon métier familial dans la lutherie. 2. La musique de danse se répandait en Italie après la guerre, et surtout en Émilie-Romagne. Troisièmement, certains de ses amis étaient devenus des musiciens professionnels et ils pouvaient l'aider. D'autre part, la lutherie était un bon compromis car c'est une œuvre créative.
Dans la lutherie, il y a de l'innovation, et la lutherie permet l'expérimentation et la liberté d'expression. Lutherie a permis à Vendray d'oublier l'expérience négative de la construction, mais de ne pas perdre son savoir-faire, son expérience, son bagage culturel et tout ce qu'il a appris à l'internat. En réalité, Vendray a provoqué la plus grande mutation génétique dans la conception des guitares du XXe siècle. Le design des Gibson est issu de la lutherie européenne du XIXe siècle. Les guitares modernistes de Gibson sont plus innovantes, mais le périmètre des guitares venait d'être brisé par Luigi Mozzani et d'autres, bien des années auparavant. Leo Fender a introduit de nouveaux gènes dans la conception du corps de la guitare. Mais, par exemple, le 600 ligne typique de Fender provient en réalité de la lutherie autrichienne du XIXe siècle, Stauffer, Schank, et probablement d'autres luthiers italiens avant eux. Certes, Vendray s'inscrit dans la tradition européenne, mais sa conception acquit une autonomie absolue. Vendray a transformé les instruments de musique, qui étaient des outils de travail pour les musiciens, en prothèses bioniques de l'artiste pour transférer leurs émotions. Les guitares de Vendray peuvent transférer directement des émotions et de l'énergie, grâce à leur forme, leur couleur, leurs nouveaux matériaux et leurs nombreux symboles. Grâce à Vendray, la guitare est devenue pour la première fois partie intégrante du décor. On peut identifier 5 phases dans la lutherie de Vendray. La première période, avant 1957, était une période de formation avec son père et il ne fabriquait que très peu d'instruments en tant que passe-temps. C'est la première guitare fabriquée par Vendray à l'âge de 13 ans. Dans la tête de la guitare se trouve le premier logo de Vendray, un petit chat incrusté dans du celluloïd. Alors, vous souvenez-vous du surnom de Gaitina? Petit chat, et voici une autre guitare de la fin des années 40 sur un modèle Roberto, mais la personnalité de Vendray se fait remarquer. En fait, vous voyez un jeu caché hautement érotique dans les graphismes et les matériaux. Pour le chevalet et le cordier, Vendray utilise le cornet, un matériau qui a toujours été riche en valeurs érotiques. Le profil d'une fille portant un chapeau est percé sur le cordier. Ensuite, Vendray utilise le trou sonore classique en forme de goutte masil inverse pour obtenir une allégorie phallique. La forme du pont fait allusion à la même allégorie. Et tout cela est très typique de Vendray. Voici une autre guitare avec des trous harmoniques surréalistes. Les éclisses sont décorées avec la technique du découpage et il y a aussi une image du champion du monde, le boxeur Rocky Marciano. La deuxième phase de la lutherie de Vendray a commencé en 1957, lorsque Vendray est revenu à Cavriago. Il fonde une entreprise avec son ami Enzo Cavecchi. Les frères Meazzi et Athos Davoli lui fournissent des micros, des machines à accorder, des cordes, etc. Au printemps 1957, Vendray décide qu'il sera luthier, mais il ne veut pas être un artisan qui travaille isolé dans son atelier, jaloux gardien de ses propres secrets. Il veut plutôt se lancer dans une production à grande échelle d'instruments électriques car en Italie personne ne les fabrique encore. Le problème, cependant, est que Vendray n'a pas d'argent, alors il a fait appel à un ami, Enzo Cavecchi. Le père d'Enzo, Giacomo, a mis à la disposition des nouveaux entrepreneurs un petit espace dans son atelier mécanique. C'est là qu'a commencé la production des instruments de Vendray. En bas à droite, on voit le premier groupe des premiers travailleurs embauchés. Il s'agit d'une mandoline très rare fabriquée par Vendray à cette époque, avec une peinture de Lelio Lorenzani. Lorenzani était un peintre réaliste et un bon ami de Vendray. Il a peint beaucoup d'instruments, surtout des contrebasses et des guitares. Il faut observer la signature, un double L pointu se superpose, dessinant un W ainsi, un seul signe graphique exprime la signature des deux auteurs Vendray et Lorenzani. La contrebasse est le premier instrument fabriqué en grande quantité par Vendray. Et vous pouvez observer les différences entre le modèle classique et les nouveaux modèles de Vendray. À cette époque, le problème le plus important pour les contrebassistes était le transport, car ils voyageaient surtout en train. Vendray a donc créé la pocket bass, une contrebasse à manche amovible. Après la représentation, le joueur peut facilement enlever le manche et mettre le manche et le corps dans un sac normal. Et voici un autre modèle, la basse classique, où la personnalité de Vendray s'élève. Il y a une nouvelle forme de trou en F, un contreplaqué multicouche laminé et lié au polychlorure de vinyle, au lieu des classiques épicés à érable et peuplier. Mais surtout, nous avons un cordier et un pont en aluminium. Malgré la musique classique, dans la nouvelle musique, les joueurs utilisent les techniques du pizzicato. Avec le pizzicato, il est si difficile d'obtenir un grand volume et une bonne tenue. Vendray a donc utilisé l'aluminium parce qu'il connaissait bien ce matériau. Et il savait que l'aluminium transmet mieux les vibrations sonores que l'érable.
L'aluminium a donc permis d'obtenir un volume et un sustain important avec la technique du pizzicato. Avec cette solution, Vandré a transformé une contrebasse en contreplaqué vulgaire en un instrument parfait pour le swing et le rock and roll. Et voici le modèle Naika. C'est le point d'intersection entre toutes les expériences passées de Vandré et ses attentions vers le futur. Le nom est l'acronyme de Naïta et Laika. Naïta est une partie de l'échafaudage dans l'argot des maçons de la Consenza. Et vous souvenez-vous de l'effondrement de l'échafaudage lors de l'incident au travail? Tout comme Vandré a tragiquement fait s'effondrer l'épaule de cette contrebasse. Alors que Laika a été le premier chien lancé dans l'espace dans les 2 Spoutnik en novembre 1957. Donc, le passé et l'avenir. Vraiment, dans la conception de cette contrebasse, il y a aussi des références symboliques au corps féminin, à l'état de grossesse, aux expériences amoureuses passées, aux événements politiques et autres que l'on peut lire dans la littérature. Il nous suffit de regarder les décorations de ces instruments. Parfois avec une saveur réaliste, parfois avec un érotisme élégant, parfois avec un érotisme plus ludique. Certains tableaux rappellent les mangas japonais, mais on y trouve surtout des jeux psychédéliques, 10 ans avant le psychédélia. Naika est un objet très complexe du point de vue sémiotique. Vandré introduit également un nouveau design futuriste pour les parchemins. Quant au problème du transport, Vandré a décidé de fabriquer aussi des contrebasses électriques. Il n'était pas le premier à fabriquer des contrebasses électriques, mais c'était probablement le premier en Europe et il a été le premier surtout à les fabriquer avec un manche amovible et ensuite avec un manche pliable. La première contrebasse a été la Marthe. Elle était inspirée par une fusée spatiale et nous pouvons observer l'élégance de ce parchemin sidéral asymétrique et l'élégance de tous les détails de cet instrument étonnant. Et c'est le modèle ovale. C'est une version ultra plate de Naika, mais c'est incroyable l'érotisme raffiné qui imprègne la conception de cet instrument. Il y a une luxure incroyable, et toutes les parties métalliques du cadre reflètent la lumière comme des bijoux sur la peau veloutée du corps féminin. C'est le modèle Quarrieg. C'est un hommage au lieu de naissance de Vandré. La table d'harmonie est une très fine feuille de plexiglas. Voici la basse électroblitz où l'on peut voir le manche replié. Après la représentation, le musicien rétracte la pointe puis il relâche les cordes, plie le manche et place l'instrument dans un étui qui prend moins de place qu'une guitare. Sweden Bass est le chef-d'œuvre de toutes les basses électriques droites du monde. Il s'inspire de la culture finlandaise du Nord et de l'architecture du modernisme suédois, mais curieusement, le bois n'est pas du bois norvégien ou suédois, mais du padouk africain. Et voici la basse viking. Elle est inspirée du peuple viking mais sur le corps nous avons des boutures ressemblant aux pictogrammes des Amérindiens ainsi que la tête d'oiseau, présente dans certains spécimens, ferait référence à la culture amérindienne. Cette basse est un hommage à la théorie selon laquelle les Vikings ont été les premiers découvreurs de l'Amérique du Nord. En fait, elle a été conçue en 1960 après la découverte du village viking de Terre-Neuve au Canada. Et c'est la première guitare fabriquée par Vandré avec le manche et la tête en aluminium. Mais pourquoi l'aluminium? Nous le verrons plus tard. C'est un modèle de rock and roll probablement inspiré de la pêche sportive, dont Vandré était un fanatique. La forme serait inspirée d'un hameçon de pêche et dans certains il y a un filet de pêche tiré, dans un spécimen même un poissonnier. Néanmoins, il y a probablement plus. Le rock and roll n'évoque certainement pas un après-midi de pêche tranquille mais il fait allusion à la musique la plus novatrice, la plus révolutionnaire et la plus transgressive qui n'ait jamais été entendue. L'ambiguïté de ces renflements asymétriques est évidente et il est incroyable l'immoralité de ce périmètre tel que l'artiste Pino Galizio l'aurait défini. Ainsi que la découpe des trous de son, s'agit-il de têtards de grenouilles ou de spermatozoïdes? Bref, Elvis a mis le bassin et Vandré tout le reste, et tout ça, c'est du rock'n'roll. Harry Belafonte répand la danse calypso depuis 1956. Vandré était très enthousiaste et a conçu son modèle de calypso, inspiré par cette danse, en 1957. Voici un magnifique calypso avec une peinture de Lorenzani de style cubiste, qui reflète bien toute l'énergie et l'ambiguïté de la danse caribéenne. C'est le chef-d'œuvre de toutes les guitares, le modèle bébé. Elle est dédiée au rêve érotique global de cette époque, l'actrice française Brigitte Bardot. La bouche sonore symbolise un soutien-gorge sombre tel flottant au vent. Il est donc impossible de comprendre cette guitare sans la prendre dans ses méfaits, la seule façon de découvrir le danger de ses courbes. La première version de bébé avait 2 trous de son, puis un seul. C'est un autre bébé avec un jeu encore plus caché. Si vous pressez vos yeux, vous pouvez observer une fille au sein nu avec une casquette.
Elle est cachée par la technique du pointillisme. C'est le triomphe des couleurs sur bébé. Et ceci en souvenir de notre ami Jean Martin, un grand collectionneur de Vendray. Nous devons considérer que nous sommes encore à la fin des années 50 à 60 et non en 1967, nous devons donc vraiment considérer Vendray comme un précurseur de la psychédélie. C'est le modèle Wide. Wide est l'acronyme de Vendray et Ida. Ida aimait beaucoup danser, alors que Vendray n'aimait pas danser. Alors, il a dédié à sa femme cette guitare où il s'adonne à une danse imaginaire. C'est un merveilleux exemple de 1959 avec des décorations abstraites, et il n'est pas tout à fait clair si elles ont été faites par Lorenzani ou par Vendray lui-même. À droite, nous voyons l'introduction de l'alu-backbone, une barre en aluminium, qui va de la tête au cordier, sur laquelle toutes les pièces de l'instrument sont vissées. Et ce sont des basses Wide. L'élégance de ces instruments est étonnante, suspendue à mi-chemin entre le futurisme de la tête de l'avion et le surréalisme du corps, qui ressemble à une montre de Salvador Dali. Le modèle Selene est inspiré d'une vision nocturne de la Lune. Dans le premier spécimen, il y avait un trou rond, symbolisant les cratères lunaires. Ici, nous avons quelques versions colorées de Selene avec la finition fumée de bougies comme pour nous rappeler qu'il y a aussi le côté sombre de la Lune. À la fin des années 50, tous les gens s'intéressent à l'espace. La guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique a également été une guerre de conquête spatiale. Tout le monde rêvait de martiens et de soucoupes volantes. C'est pourquoi Vendray veut lui aussi rendre hommage aux soucoupes volantes, et il l'a fait avec le modèle Rock Oval. La forme de la guitare est empruntée au rock'n'roll, mais elle rappelle aussi la forme d'une soucoupe volante, surtout en référence à la section ovale. Cette guitare a inspiré de nombreux artistes au fil des ans. À gauche, nous avons un hommage de Pascal Colerac, qui a choisi l'ovale du rock comme symbole libertaire sur la couverture du périodique Libération. Au centre, une photo de l'artiste Jean-Baptiste Mondino dans son étonnant Guitar Heroes, où les guitares de Vendray sont les seules à être représentées seules, sans la présence de modèles, car il n'y en a pas besoin, les guitares s'expriment parfaitement. À droite, à une épingle du Hard Rock Café. Rock Oval est un objet psychocosmique. Il est impossible de le décrire. Nous devons simplement l'observer et laisser la forme et les couleurs traverser notre âme. Le modèle spatial est une autre guitare dédiée à l'espace. Le corps pèse 900 grammes et tout l'instrument environ 1,5 kg. On pensait que ce modèle était issu de la troisième phase de la lutherie de Vendray. Puis, la découverte de ce catalogue Meadzi de 1959 et d'un instrument avec l'étiquette originale a confirmé qu'il est de la deuxième phase. Ce dispositif de réglage du volume avec le bras droit est très curieux. Nous n'en avons pas d'original, donc nous ne savons pas comment il fonctionnait, probablement mauvais. En fait, et il a été rapidement retiré. En 1959, Vendray a conçu le modèle Pipe pour les frères Meadzi de Milan. Il s'est inspiré de l'avion Pipe Cub, un petit avion économique. Le Pipe Cub était annoncé comme l'avion pour tous. Cette guitare voulait la même chose, être un instrument économique pour les débutants. Pour limiter les coûts de production, Vendray utilise le bois au lieu de l'aluminium pour la tête et le manche, mais dans la deuxième version, il réintroduit l'aluminium et découpe une nouvelle forme de trou de son. À la même époque, Vendray fabrique une autre guitare bon marché, le modèle Blue Jean, inspiré des célèbres pantalons qui en 1958 étaient portés par 90% des filles américaines, mais qui en Italie étaient encore interdits dans les églises, les restaurants et les écoles. Pour minimiser les coûts, nous avons toujours du bois comme dans Pipe, mais maintenant nous n'avons pas non plus de contrôle de volume, et pas de prise jack. En fait, le câble électrique était directement relié au protège-pic. Ce sont des blue jeans de couleur. Les étranges trous harmoniques de la guitare gauche sont dus à la fantaisie de l'ouvrier qui les a découpés. Vendray stimulait la créativité de ses employés et les laissait libres de faire des variations en fonction de l'inspiration du moment. La version Blue Jean Teenager de 1961 avait de nouveaux trous de son avec des grilles en plastique. Et voici le Blue Jean Major, une version de luxe du Blue Jean, avec deux pick-up et un nouveau protège-pic, fabriqué par Atos Davoli. L'évolution du modèle avait la table d'harmonie concave, et la dernière version est un corps solide, avec de plus grandes chambres tonales sous le protège-pic. À cette époque, Vendray fabriquait également des guitares lap steel, 3 modèles différents, se distinguant les uns des autres par leur forme, leur trou harmonique et leur nombre de micros.
Et ici, on peut voir Vandré dans les années 90 avec le musicien Santo Farina, du célèbre duo Santo et Johnny, compositeur de pièces très populaires pour guitare hawaïenne. Vandré ne fabrique des guitares que depuis 2 ans, mais elles connaissent déjà un grand succès. Ces instruments sont exposés dans les foires internationales, apparaissent dans les films grâce à des amis musiciens et sont entre les mains de nombreux professionnels. Il est désormais clair que le petit espace de l'atelier de Giacomo Cavecchi ne suffit plus. Il fallait donc une usine dédiée. Grâce aux compétences acquises à l'école Convento, Vandré a personnellement conçu sa propre usine, une usine ronde. Vandré lui-même a planifié l'usine ronde en 1959 et l'a construite avec une technique innovante, le béton précontraint. À cette époque, le béton précontraint était encore théorique, il était utilisé pour certains ponts expérimentaux, mais jamais pour recouvrir un bâtiment. Je vous suggère d'observer le visage incrédule de ce maçon pendant la construction. Pourtant, Vandré était un visionnaire car près de 10 ans plus tard, la même technique avait été utilisée pour la construction du Madison Square Garden à New York. La Round Factory de Cavriago est donc le premier bâtiment industriel au monde construit avec cette technique. Mais la grande merveille de cette usine utopique était sa conception philosophique. Vandré pensait que le travail n'est pas une condition naturelle pour l'homme et que les ouvriers doivent toujours pouvoir voir le ciel pour se rappeler qu'ils sont nés libres. Donc, nous avons du verre tout autour de l'usine, au plafond, et un petit jardin au milieu. De cette façon, en plus d'un excellent éclairage, où que vous soyez dans l'usine, il vous suffit de lever les yeux et de voir le ciel directement. Vandré a laissé à ses ouvriers la liberté d'expression, et il les a exhortés à appliquer leurs variations à l'instrument, selon l'inspiration du moment. Ainsi, un jour, le peintre prit une poule, trempa les pattes de l'animal dans la peinture puis le fit marcher sur les contrebasses pour obtenir de nouveaux effets. Vandré a pratiqué une direction convocatrice, c'est-à-dire qu'il a impliqué les travailleurs dans l'organisation du travail, dans le développement de projets et dans la réalisation de la publicité. Il y avait un partage du capital, les ouvriers avaient donc les clés de l'usine. Après le travail, ils peuvent accéder à l'usine et utiliser les outils pour effectuer de petits travaux personnels. Vandré s'est également efforcé de promouvoir le développement personnel et les aspirations de ses employés. Il a aidé certains d'entre eux à apprendre une langue étrangère, à jouer d'un instrument ou à apprendre le dessin technique. Et même il a enseigné le tabagisme aux femmes, car il estimait que c'était un signe important d'émancipation pour elles. Vandré élabore sa propre recette, capable d'exprimer le meilleur des différentes doctrines sur la philosophie du travail, il les a unifiées selon la matrice culturelle émotionnelle, avec le juste équilibre entre science et humanisme. Vandré a réconcilié le taylorisme avec les dictates modernes du mouvement des relations humaines et des ressources humaines, et il anticipe ainsi la gestion humaniste de près de 50 ans. Dans l'usine, il y avait un va-et-vient continu d'artistes, le peintre Lorenzani, qui s'exprimait de manière extemporanée sur les instruments. Et les musiciens, qui testaient les instruments, organisaient des jam sessions et interagissaient avec les ouvriers. L'usine Round était 4 ans en avance sur le facteur d'Andy Warhol, bien qu'avec des intentions différentes. Ainsi, chaque guitare de Vandré a absorbé l'énergie créative de tous les travailleurs et aujourd'hui elle nous la rend. Pour cette raison, les guitares de Vandré sont des pièces de pop art, en particulier des sculptures utilisables pour la musique. Voici quelques intérieurs de l'usine Ronde. En haut à gauche, Vandré est assis au bureau, et le porte-manteau qui a été fabriqué avec le rouleau des contrebasses est intéressant. Vandré a également conçu les meubles, et Lorenzani les a peints. En bas à gauche, Vandré avec une partie des travailleurs. Dans la période de plus grande activité, les travailleurs ont atteint une trentaine d'éléments, dont 40% de femmes, ce qui était assez inhabituel pour l'époque. La troisième phase de la lutherie de Vandré commence en février 1960, avec le transfert de l'entreprise à la fabrique futuriste Round et la fondation d'une nouvelle société avec William Cavecchi, le frère d'Enzo. Les 87% de la production de cette période seront destinés à l'exportation. Le premier nouveau modèle fabriqué dans l'usine de Round était le bikini. Il était inspiré du célèbre maillot de bain. En fait, la guitare est également en 2 pièces, guitare et amplificateur. Le gourou du vintage italien Stefano Aria a défini le bikini comme la guitare des disques. Parce que c'est la première guitare au monde avec un amplificateur intégré. En littérature, on lit que la première guitare de ce type serait la Hofner Fledermaus. Mais ce n'est pas vrai, les archives de Hofner révèlent que la Fledermaus a été fabriquée en 1961, un an après le Vandré Bikini. Il s'agit du premier amplificateur de guitare entièrement à transistor.
Pourquoi des transistors? Cette guitare est née des demandes de guitaristes de Rome et de Naples. Ils avaient besoin d'une guitare amplifiée pour jouer dans les cours, le long des rues et parmi les tables des restaurants. Il fallait donc un amplificateur attaché à la guitare, alimenté par des piles et ayant aussi une bonne autonomie. C'est la première guitare dessinée comme une moto. En réalité, la conception du corps est issue de la collaboration avec Ethos d'Avoli et elle résulte de nombreuses expériences pour résoudre le problème de l'effet Larsen. Néanmoins, Vandré était un vrai motard. Ici, on le voit patauger dans une rivière à bord de sa Lagostina. La Lagostina était une moto BSA, surnommée Lagostina parce que Vandré avait modifié son réservoir en l'agrandissant avec des pots de Lagostina. Nous avons deux versions de bikini. Le corps a changé dans la seconde version, en raison de la nécessité d'insérer dans le corps plus de piles de taille D pour augmenter l'autonomie de l'amplificateur. Un autre chef-d'œuvre de Vandré est le modèle rock, basse et guitare. Certains pensent que cet objet est inspiré d'une ancienne Vénus en bois ou d'un totem tribal ou encore du petit homme Bialetti conçu par Paul Campani. En fait, Vandré a dit qu'il s'était inspiré de ces instruments pour le siège des toilettes qu'il mettait en vedette, comme lorsqu'il urinait. Ainsi, ici, Vandré a définitivement profané les fortes prises de la lutherie classique. Il a utilisé le vide et l'air comme matériaux de construction, comme les sculptures des contemporains Henry Moore, Barbara Epworth ou Joe Ponti, etc. La forme différente des trous entre les différents instruments est due à la volonté différente des travailleurs ou parfois à la nécessité de corriger des défauts dans le bois. C'est le modèle Robbie 1961 pour célébrer la naissance de Robbie, le deuxième fils de Vandré, en septembre 1961. Le profil représente un enfant aux bras ouverts. Ensuite, Robbie a subi plusieurs petits changements au fil des ans. Voici une photo publicitaire de Robbie datant de 1963. Giovanna, la fille sur la photo, travaillait dans l'usine de Round. Elle n'a pas informé son mari de cette séance photo car le catalogue était toujours destiné à l'Europe du Nord. Mais le mari était chauffeur de camion et un jour, alors qu'il traversait une ville en Allemagne, il peut voir tous les murs couverts d'affiches avec des clins d'œil de sa femme avec des guitares Vandré. Le modèle Twist est inspiré de la danse du twist et ressemble à un dessin de Fender. Mais ici, nous avons un équilibre étonnant des courbes qui reflètent mieux les torsions de la danse que Fender. Sur la droite, il y a quelques versions de Twist et nous pouvons voir un morceau de requin original et il est à l'opposé de l'habituel, donc il devient très ergonomique pour le bon dommage. C'était typique de Vandré d'observer tout et de se poser des questions, pourquoi on les faisait de cette façon? Et pourquoi il n'était pas possible de les faire exactement à l'opposé, et puis il a essayé de faire parfois avec de mauvais résultats, parfois avec de très bonnes intuitions. C'est le modèle soloiste. Cette guitare a été confiée à Vandré par l'importateur américain Don Noble. Vandré n'aimait pas tellement cette guitare car il la ressentait comme une imposition de Noble. Néanmoins, cette guitare est un très bon instrument. Le célèbre guitariste américain Buddy Miller en joue toujours dans tous ses concerts. Et voici le modèle Powertone, une autre guitare imposée par Don Noble. C'est la preuve originale de la brochure, avec tous les points critiques à corriger dans la guitare. Et voici le modèle de Doris. Doris était le nom de la petite amie de l'importateur français des guitares Vandré. Il a demandé à Vandré de fabriquer une guitare en hommage à sa petite amie. Il a également donné à Vandré un projet de conception car il voulait une guitare moderne, ressemblant aux guitares américaines. Vandré aimait cette guitare parce qu'ici il avait plus de liberté d'expression. En fait, Vandré proposa de modifier le dessin original et d'adapter les mesures de la guitare à celles de Madame Doris. Donc, quand on regarde cette guitare, on voit vraiment le corset séduisant de Madame Doris. Même ce modèle a subi quelques variations au fil des ans. La quatrième phase de la lutherie de Vandré commence avec la dissolution de la société avec William Cavecchi. La première guitare a été Polyphone en 1964. Il existe 3 versions, Polyphone Alpha, Beta et Reverbero. Les différences entre ces guitares se situent au niveau de la tête et du chevalet. La Polyphone Reverbero avait un système de réverbération incorporé. Cette guitare est la pièce pop la plus importante de Vandré. Premièrement, parce que le profil est celui de la Brigitte Bardot, qui était le rêve érotique le plus populaire à l'époque. Deuxièmement, parce que le matériau est le formica, le matériau utilisé pour les cuisines américaines les plus populaires à cette époque. Et ensuite parce que ces instruments sont des guitares et des basses, donc l'instrument le plus populaire au monde. À cette époque, tout ce qui n'avait rien à voir avec l'espace portait pour sur le nom d'animaux sauvages, de même que les voitures, les motos et les guitares. Vandré a conçu 2 guitares inspirées par les animaux sauvages, Tiger et Cobra.
Tiger ressemble beaucoup au design de Fender, mais ici nous avons juste plus de gentillesse et de dynamisme. Néanmoins, il est évident que les temps changeaient et que Vandré avait besoin d'avoir dans son catalogue des instruments plus traditionnels. Ici, nous pouvons voir Cobra en première et deuxième version. Cobra est aligné avec la Tiger, mais Vandré n'arrive pas à renoncer à sa liberté. On peut le voir clairement dans la coupe de la poupée. On le perçoit également dans la partie supérieure du corps où apparaissent des traces de Flower Power. Dans la deuxième version, on peut observer la pioche et la poupée avec la peau du serpent, et la tête du serpent avec les yeux et la langue fourchue. En 1964, il y a eu en Italie 2 découvertes archéologiques importantes concernant le monde étrusque, de sorte que les Étrusques sont devenus très populaires. Vandré a exploré le monde mystérieux des Étrusques au moyen de cet instrument, la basse étrusque, en première et deuxième version. Le corps est inspiré d'un vase étrusque, mais il s'agit en réalité d'une métaphore phallique très puissante, où la colonne vertébrale du long manche se fond dans le symbole vulvaire atavique, qui est le triangle renversé. Ici, le designer Stefano Beltrami apposera ensuite un appendice clitoridien soulignant le concept. L'image très explicite au dos est l'image originale de la brochure de 1966, qui ne laisse aucune place à l'imagination. L'été 1965, il y a eu la tournée italienne des Beatles. Après les représentations des Beatles, Vandré et le jeune designer indépendant Stefano Beltrami ont travaillé tout l'été, puis ils ont présenté le nouveau modèle de guitare, la Scarabeo. Le corps a été inspiré au corps d'un scarabée, et pour la tête, ils se sont inspirés des traits du visage de John Lennon. Et c'est là que Vandré et Stefano ont réalisé une action prophétique, parce que, en raison d'un problème technique lié au boîtier des machines à accorder, il a fallu allonger la mèche de cheveux de John, qui n'était pas si longue à l'époque. Et c'est exactement comme cela que nous verrons John quelques années plus tard. Nous avons 2 versions de Scarabeo, la principale différence réside dans la position des sélecteurs. À gauche, l'affiche Guitar Player 1986 avec le gagnant Scarabeo du concours Myth of the Wall, réservé aux guitares les plus bizarres découvertes par les collectionneurs au cours de l'année. Frank Zappa a présidé le jury, qui a décerné le 2e prix à un autre Vandré, un rock ovale. À droite, Sean Ono Lennon, le fils de John et Yoko Ono, avec son cher Scarabeo. La dernière phase de la lutherie de Vandré a commencé en 1967 avec l'affiliation à la société commerciale Regio Impex. Maintenant, les choses vont vraiment mal pour Vandré d'un point de vue commercial. Cependant, il ne renonce pas à créer de nouveaux modèles. Le premier modèle de cette période était la Mini, un instrument très court. Il s'inspirait de la Mini Jupe qui, à cette époque, se répandait également en Italie. En 1966, l'usine Innocenti a commencé la production de la Mini en Italie. Il y avait des chansons faisant l'éloge de la Mini et le monde entier était Mini. C'est un modèle extrêmement intéressant, car, comme vous pouvez le voir, les formes sont vraiment un chef-d'œuvre du Flower Power. Et voilà la dernière guitare fabriquée par Vandré en avril 1967, son psychédélique. Vandré a fait exactement la même chose qu'Allen Ginsberg avait fait quelques années auparavant. Quand tous les garçons portaient des cheveux courts, Allen Ginsberg les avait longs jusqu'au dos. Quand tous les garçons ont commencé à avoir les cheveux longs, il s'est presque rasé jusqu'à zéro. De même, Vandré faisait des guitares folles et abstruses depuis 10 ans, mais maintenant, alors que tout le monde veut être original et faire des choses étranges, Vandré pense que la chose la plus révolutionnaire à faire est de revenir à l'essentiel. Il conçoit donc un instrument traditionnel, avec une tête d'instrument que l'on peut définir comme anonyme. Il récupère les trous harmoniques classiques, jamais utilisés dans sa vie, et récupère même le fil incrusté dans le corps de l'instrument. Le son de cette guitare est acide et lysergique, un son de type Jefferson Aircraft. D'autre part, vous voyez que quelques mois plus tard, le grand été de l'amour a explosé à San Francisco. Néanmoins, avec ou sans son psychédélique, nous devons certainement considérer Vandré comme un précurseur de la psychédélie. En fait, il avait déjà fait sa révolution sociale et psychédélique 10 ans plus tôt, avec ses incroyables sculptures utilisables pour la musique et avec son utopie cuisine ronde.
Vendrey a introduit de nombreuses innovations techniques dans le domaine de la fabrication des guitares. Malheureusement, ces innovations ont ensuite été reléguées aux oubliettes en raison de la domination de la méthode de construction américaine, qui est beaucoup plus simple, surtout, beaucoup moins chère. Cependant, au cours des 20 dernières années, de nombreux luthiers en Europe, aux États-Unis, au Japon et en Australie ont repris les solutions de Vendrey et les ont reproposées. Et ils les retravaillent dans une optique moderne. Ainsi, une recherche importante est en cours. Vendrey n'a pas été le premier à introduire l'aluminium dans la lutherie, mais il a été le premier à utiliser l'aluminium dans la construction du manche et du chevalet. En 1958, la société Aluminium of Americas a fabriqué une contrebasse avec le manche en aluminium. En réalité, le manche n'était pas en aluminium, mais en bois, et l'aluminium n'était qu'une fine couverture. Vendrey utilise l'aluminium pour alléger la structure, pour éviter la bosse au cou et l'extorsion, et pour garder la bonne inclinaison du cou sur le corps. La micro-analyse au rayon X révèle que Vendrey a utilisé l'aluminium anticorrodal, série 6000, et non le dur aluminium, comme on le lit souvent dans certains journaux et sur le web. La légèreté était une obsession pour la famille Pioli, le père Roberto l'a trouvé pour sa machine volante, et Vendrey pour ses guitares. Mais c'était aussi une nécessité, car il faut savoir que les musiciens, à cette époque, commençaient à jouer de 21h à 2 ou 3h du matin. Quant à la régulation de l'inclinaison, Vendrey réintroduit un dispositif de basculement, avec une longue vis à travers le corps. Cette idée n'était pas très originale, mais le mécanisme de Vendrey est vraiment le meilleur et très facile à utiliser. Le deuxième système était le système alu-backbone à travers le corps. Une barre d'aluminium non déformable est toute la partie de la guitare vissée. En 1961, la colonne vertébrale a été divisée en 3 parties, la tête vissée au manche et le manche vissé à la barre d'aluminium traversant le corps. Tous les instruments de Vendrey avaient le système pour régler l'intonation. La pièce maîtresse de ces systèmes était le pont à cordes suspendu, où nous avons une vis pour la régulation micrométrique de l'intonation, et où les cordes sont suspendues sur le vide, afin d'avoir moins d'inertie et plus de soutien. Quant au système de réchauffement, le chef-d'œuvre était le cylindre flottant. Il est difficile de montrer le fonctionnement de ce mécanisme, mais les images parlent d'elles-mêmes. Quant au vernis, il faut se souvenir de Gianfranco Borghi, surnommé Bongo. C'est l'homme qui peint presque toutes les guitares Vendrey. Au début, il utilisait de la gomme laque à l'alcool, puis de la nitrocellulose, puis du polyester et enfin du polyuréthane. Sur cette photo, on peut voir Gianfranco montrant la technique pour obtenir la fameuse finition à la fumée de Borghi. Il est demandé de fumer la guitare lorsque le vernis est encore frais pour attaquer la fumée. Si la bougie est trop éloignée du corps, il est impossible d'obtenir cet effet, et si la bougie est proche du corps, le vernis frais s'enflamme, ce qui rend ces finitions très difficiles. Un autre classique de la finition de Vendrey était l'étincelle. Nous ne savons pas si Vendrey a été le premier à introduire le système du scintillement, mais c'est lui qui a mis au point la technique moderne, jusqu'à présent utilisée. Au début, ils étalaient des particules de silicate sur le vernis frais, puis une couche de vernis transparent, et enfin le ponçage et le polissage. Dans un deuxième temps, Gianfranco, avec Vendrey et quelques techniciens de l'entreprise de vernis Max Mayer, modifie le pistolet à peinture, de sorte qu'il devient possible de mélanger les particules de silicate directement au vernis. En bas à droite, nous avons une image de microscopie électronique à balayage de la particule métallique de silicate en haut à gauche et de la couche transparente à droite et en bas. Ici, il y a des instruments à différents stades de finition. Et puis, une image plus détaillée d'un bidon de diluant de la marque Duco. Pourquoi cette image? Parce qu'en se rappelant que de l'autre côté de l'océan, il y avait un autre homme qui aimait ce diluant, c'était Monsieur Jackson Pollock. À gauche, cependant, nous avons notre Gianfranco Borghi local, qui se débat avec la peinture. Un grand merci à lui, car sans ses archives, ses connaissances et son aide précieuse, il aurait été impossible de trouver tout le matériel nécessaire pour écrire la biographie de Vendrey. Il est possible de dater les guitares de Vendrey sur la base de tableaux comparatifs. En ce qui concerne les têtes de manche, les protèges micros, les boutons, les points, les cordiers, les logos et les étiquettes, et sur la base des brochures et des photos originales. Quant à l'électronique, il faut se souvenir d'Atos Davoli. C'est l'homme qui a planifié tout le circuit électrique des guitares de Vendrey et il a tiré le meilleur parti du micro utilisé par Vendrey. Il a également introduit en 1966 une bobine électrique pour modifier la tonalité de la basse. Le 31 décembre 1968, l'usine Ronde a fermé ses portes. C'est la fin de cette merveilleuse utopie, qui avait vu l'imagination conduire une industrie.
Une usine où il n'y a pas eu une seule grève pendant 8 ans d'activité, dans les années 60. En réalité, il n'y en a eu qu'une seule, mais c'est Vendré qui a conduit tous ses ouvriers et les a amenés à se joindre à une autre manifestation à Reggio Emilia. Une usine où les ouvriers ont décidé de donner des journées de travail gratuites à leur directeur pour l'aider quand les choses tournent mal. Les anciens travailleurs que nous avons interrogés ont déclaré que le travail dans l'usine de Round n'était pas du travail mais du plaisir. Une usine où les syndicalistes se méfient de Vendré car la raison même de l'existence des syndicats serait en crise si tous les dirigeants avaient commencé à suivre son modèle. Alors pourquoi a-t-elle fermé? L'usine a fermé parce que Vendré était un artiste et qu'il ne pouvait pas accepter les compromis et les suggestions, et parce qu'il n'avait absolument aucune capacité commerciale. Il suffit de dire que certains lui ont commandé 100 instruments rouges et que Vendré leur a plutôt envoyé les couleurs qu'il souhaitait, car il ne tolérait pas de voir sortir de sa fabrique autant d'instruments identiques. Il a donc envoyé aux acheteurs les couleurs qu'il voulait, et non pas celles qu'il avait commandées une seule fois. En Afrique du Sud, il n'a même envoyé que des instruments laqués entièrement blancs pour protester contre l'apartheid. Il a également laqué le padouk en blanc, et le blanc aussi les points. Les relations commerciales ont donc échoué. L'usine a fermé en raison d'une concurrence croissante. Au début des années 60, un pôle industriel électromusical très puissant a commencé à se développer dans la région de la Marche. Et il était capable de produire des milliers d'instruments par an à un prix très bas. La concurrence étrangère se développe également, notamment celle de la Suède, de l'Allemagne et de l'Angleterre. L'usine a fermé parce qu'il y avait un grand problème avec le protectionnisme américain. Vendré a été bloqué par des contrats trompeurs. Les magasins de musique américains demandaient directement à Vendré de leur envoyer des guitares, mais ils ne pouvaient pas. Les lettres de demande sont arrivées à Cavriago jusqu'en 1972, 4 ans après la fermeture de l'usine. Dans le film Don't Look Back, de 1967, Bob Dylan regarde avec étonnement de guitares Vendré dans un magasin de Londres et s'exclame « Ils n'ont pas ces guitares aux États-Unis ». L'usine a fermé parce que le temps est indifférent aux sentiments des hommes. Chaque génération a sa musique et ses nouvelles idoles, et les jeunes musiciens aiment jouer de la guitare et les basses de leurs nouvelles idoles. Mais maintenant, les nouvelles idoles ne jouent plus sur des instruments italiens. Après les guitares, Vendré a exprimé sa créativité de manière différente. Il a travaillé le cuir et la peau avec sa famille d'art, les vêtements et les accessoires, tels que les ceintures, les chapeaux, les sacs, les chaussures, etc. Vendré était un motard qui traversait l'Europe en moto et personnalisait des motos et fabriquait des accessoires de moto. En haut à droite, Vendré est avec Phil Reed, le champion de moto, en 1974. En 1976, Vendré rencontre la galeriste et directrice artistique Rosanna Chiesi. Rosanna avait déménagé à Cavriago et s'était installée dans une vieille ferme. Impliquant une partie de la population, elle a rapidement transformé Cavriago en un point de référence pour tous les artistes du mouvement Fluxus, et pas seulement en transit en Europe. Vendré et Rosanna ont suivi avec amour, et Vendré a rejoint Fluxus. Ce fut une période très intense pour Vendré car il était en contact avec des artistes du monde entier, collaborait avec eux et réalisait matériellement de nombreuses œuvres conçues conceptuellement par les artistes séjournant à Cavriago. En haut à gauche, Vendré avec l'artiste Vito Mazzotta et le poète espagnol Rafael Alberti. Vendré avec Philippe Corner et dans la maison toscane d'Umberto Eco. En bas à gauche, Vendré avec l'artiste polonaise Margaret Raspel lors de la performance Breakfast at Dawn au milieu de l'eau à Capri. Vendré pendant un dîner avec Roberto Benigni et avec l'artiste japonais Takako Saito. Ici, Vendré et la violoncelliste américaine Charlotte Moorman jouaient Cut Piece de Yoko Ono. À gauche, Vendré dîne avec son ami Herman Nietzsche. À droite, l'américain Joe Jones, l'un des nombreux artistes passés à Cavriago. L'histoire d'amour de Rosanna et Vendré s'est terminée de façon dramatique en 1990. Vendré se transforme en véritable harceleur, à tel point que Rosanna doit quitter Cavriago. Vendré tombe dans une profonde dépression et il est hospitalisé dans un hôpital psychiatrique puis il planifie son lent suicide au moyen de la fumée et de l'alcool. Je bois pour me souvenir, je fume pour me tuer. On dit généralement qu'un homme boit pour oublier, mais ce n'est pas vrai. Car, pendant les premières phases d'intoxication alcoolique, les souvenirs les plus forts, mélancoliques et nostalgiques remontent à la surface, et l'illusion alcoolique nous fait croire qu'il sera possible de revivre ces moments perdus. À cette époque, Vendré aime se définir comme un artiste de la vie, car il récite le scénario de sa propre vie et le fait sur la scène de la vie quotidienne. Toutes les œuvres qu'il crée sont les pages de son roman de vie.
Durant cette période, Vendré a produit beaucoup de robes peinture, sculpture, assemblage, peinture murale, graffiti, installation, mail art, junk art, trash art, performance, body art, etc. Avec ses œuvres, il parle d'écologie, de paix, de liberté, de politique et il lutte constamment contre tout ce qu'il croit être des hypocrisies et des injustices. Ainsi, il est devenu très désagréable pour les politiciens locaux et il a été ostracisé par les gens bien intentionnés. En 2000, son état de santé s'est aggravé et il a été hospitalisé dans une structure protégée où il est resté jusqu'à sa mort. Nous pouvons voir ici quelques exemples de travaux graphiques avec différentes techniques, dont la pyrogravure. Voici des vêtements. Beaucoup d'entre eux ont été inspirés par la culture des indigènes d'Amérique du Nord. Ici on a des sculptures. Au centre, il y a l'œuvre d'art, la télébroie des cerveaux, réalisée avec un broyeur pour faire de la purée de tomates. Tout comme les tomates entrent dans cette machine en tant qu'entités individuelles, différentes les unes des autres, et qu'une bouillie homogène en sort, la télévision ferait la même chose avec les cerveaux et les consciences des hommes. Ici, on voit Vendré occupé à réaliser des peintures murales. Voici quelques exemples d'expressions de Vendré dans le mail art, le junk art ou trash art. Il avait un grand respect pour l'environnement et il travaillait à donner une seconde chance à l'objet qu'il avait déjà dans une vie antérieure. Nous avons quelques exemples d'assemblage et il y aurait beaucoup à dire pour chacune de ses œuvres. Voici deux installations de 1993. À gauche, les déesses de l'amour et à droite, même à Hawaï, vous avez le visage que vous avez. Ici, Vendré argumentait contre le fait que le voyage ne soit plus conçu comme un moyen d'élargir la conscience et la connaissance, mais plutôt comme un trophée à exposer au retour de pays exotiques. Ainsi, nous pouvons nous refléter et voir nos visages encadrés par un siège de toilette et au lieu de la couronne florale hawaïenne. Il y a l'écriture, même à Hawaï, vous avez le visage que vous avez. Comme pour dire, si vous êtes un trou du cul, vous pouvez aussi aller à Hawaï, mais vous restez un trou du cul. Vendré avait une grande prédisposition pour les performances avant même de rejoindre le mouvement Fluxus. Vendré a fait la première représentation à Cavriago 5 ans avant l'arrivée de Fluxus. En juin 1972, Vendré a voulu transformer en sculpture un énorme rocher dans le parvis de Cavriago. La nuit, ses amis ont recouvert le rocher de points et de plumes. Vendré y vit un certain potentiel, mais le maire ordonna d'enlever la pierre. Vendré a donc organisé les funérailles de la pierre. Les funérailles de la liberté d'expression, submergées par le conformisme du conseil local. Ici, nous voyons Vendré à Sainte-Marie-de-la-Mer en France en 1972. Il avait l'intention d'écrire une main pendant la fête populaire de la Vierge Noire. Il y avait des gitans qui lisaient les mains, à la place Vendré écrivait les mains. Le sens est profond, Vendré veut souligner l'idée que le destin n'est pas une route tracée de façon indélébile sur la ligne d'une main, mais un chemin que l'homme peut, au moins en partie, dessiner et écrire lui-même. L'ami de Vendré Hermann Nietzsche était un actionniste viennois. Il célébrait des rituels de purification pour dénoncer la cruauté de l'homme envers la nature et les animaux. En 1995, Vendré dénonçait la cruauté de la nature envers les hommes dans son spectacle Odyssée à 69, hommage à l'ami Hermann. Pour cette performance, Vendré a exigé la présence d'un photographe dans la salle d'opération lors de son opération d'anévrisme. Et à la fin, il signe l'œuvre d'art. Et voici la dernière demeure de Vendré, un incroyable loft nommé la Taverne de la Paix éternelle. Il n'y avait pas de serrure dans cette maison, car Vendré pensait que la serrure est un symbole négatif. Il a dit, si tu es enfermé dehors tu n'es pas libre d'entrer. Et si vous êtes enfermé à l'intérieur, vous n'êtes pas libre de sortir. Que vous soyez enfermé à l'intérieur ou à l'extérieur, vous êtes toujours exclu. En 1995, Vendré a récupéré quelques contrebasses et les a transformées en nouvelle œuvre d'art. Puis, à la fin de son processus psychodynamique tordu, Vendré s'est également transformé en contrebasse grâce à cette performance, l'auto-double basse, où, à la fin, il jouait lui-même. À la fin des années 90, beaucoup de gars donnent leur guitare à Vendré pour qu'il la personnalise, ce qui consistait généralement en une peinture ou une signature, etc. Le bassiste Martin Iotti a donné sa précision Fender à Vendré. Quand Martin est revenu pour lui prendre la basse, Vendré a soulevé un tissu et a présenté cette œuvre, la Fendré, générée par la collaboration Fantôme Fender-Vendré. La basse était pleine de trous sur le corps et le long des côtes. Vendré a également donné à Martin un sac en plastique avec la sciure de bois produite lors du fraisage et lui a dit « Regarde ça, je l'ai allégé d'exactement 1 kg, maintenant tu peux même jouer ». Martin était désespéré et très en colère et accusa Vendré d'avoir ruiné un précieux instrument. Mais Vendré lui dit « Martin, tu es un imbécile.
Tu ne comprends rien. Quand je serai mort, cette basse n'aura plus de prix. Ainsi, Martin, résigné, accompagne Vandré sur la place Lénine, à Cavriago, pour sa dernière représentation. Ici, Vandré a dit à Lénine que les Américains ne sont pas capables de faire des basses, parce qu'ils les ont rendues trop lourdes. Vandré est mort le 15 août 2004, se libérant de toute sa liberté. À partir de 2014, nous allons progressivement propager la vandréite, qui est une maladie très grave, extrêmement contagieuse et dont on ne peut jamais se remettre. Ce sont quelques-uns des artistes infectés jusqu'à présent. Comme vous pouvez le constater, nous sommes en excellente compagnie. Merci beaucoup pour votre attention.